les patients traités dans le monde. Alors, dans le monde, nous avons donc une répartition très différente des incidents en suppléance. Et cette incidence varie de moins de 50 patients par million d'habitants à plus de 2000 qui sont pris en charge pour un traitement dans le monde. Et cette variabilité ne serait-ce qu'en rapport avec des problèmes d'accès aux soins, parce que moins de 50 patients par million d'habitants ne veut pas dire que dans ce pays, il n'y a pas de maladie rénale ou il n'y a pas d'IRCT. Mais par contre, il n'y a pas d'accès aux soins. Et cette variabilité d'incidence est en rapport avec un diagnostic de la maladie qui n'est pas peut-être fait, ou bien à une mise à jour des registres. Alors, dans cette étude, on a bien montré que l'estimation des patients nécessitant un traitement de suppléance de 2010 à 2030 va doubler. En 2010, les patients en suppléance étaient environ de 2,5 millions. En 2030, il va doubler à 5,5 millions. Alors, comment on va prendre en charge ces patients pour les traiter? Alors, qu'en est-il au Maroc? Donc, selon le Magredia, la dernière publication, nous avons donc en 2015, nous avons noté qu'il y avait une prévalence de l'IRCT ou des patients, parce qu'on n'a pas de registre de l'IRCT, des patients dialysés étaient en 2015 à 384 par million d'habitants et on supposait qu'il allait doubler, donc augmenter, pas doubler, mais augmenter de plus de 50% en 2030. En fait, les choses ne sont pas passées pareilles. En tout cas, l'incidence des patients dialysés au Maroc est variable de 100 à 150 par million d'habitants et on a plus de 3000 Marocains chaque année au stade terminal de suppléance. Les données actuelles montrent bien que la progression moyenne de la prévalence est en 2017, elle était de 783 par million d'habitants, beaucoup plus ce qu'on supposait en 2009. Et là, donc, ça montre que le nombre de patients au Maroc qui arrivent au stade terminal est très élevé et il faut le traiter. Avant de voir comment le traiter, quels sont d'abord les moyens et les modalités de traitement de suppléance. Donc, nous avons d'abord la dialyse et la transplantation. La dialyse, il y a deux types de dialyse, la dialyse à domicile et la dialyse hors centre. Et dans la dialyse à domicile, on a l'hémodialyse à domicile, comme ce que vient nous montrer donc notre ami être dialysé dans son jardin, hémodialysé dans son jardin, et il y a la dialyse péritonéale, où donc vous savez très bien qu'elle est très différente de l'hémodialyse parce qu'on ne fait pas intervenir un circuit extracorporel. La dialyse hors centre, hors domicile, il y a la dialyse au centre, ce que nous avons au Maroc, mais il y a aussi la dialyse dans des unités de dialyse médicalisées. Ça veut dire quoi? C'est des unités de dialyse où il n'y a qu'une infirmière qui va gérer les patients. Ou bien l'autodialyse, c'est des centres de dialyse où le malade donc va se prendre en charge lui-même. Alors voilà quelques images. La dialyse à domicile, donc c'est l'hémodialyse à domicile, donc c'est en France le in-stage, c'est des poches de dialyse, c'est pas l'installation de l'hémodialyse au domicile, mais il va se dialyser quotidiennement, tous les jours, 2 heures, donc à travers une machine avec un circuit extracorporel, mais il n'y a pas de dialysa et d'unité centrale d'eau. La dialyse péritonéale, donc ambulatoire, et la dialyse péritonéale automatisée. La dialyse hors centre, donc il y a l'hémodialyse au centre, mais aussi les UDM, l'infirmière qui va prendre en charge tous les patients qui sont dialysés, qui va les aider, qui va les piquer, mais aussi l'autodialyse où le patient se prend en charge. Donc j'ai fait exprès de démontrer ça parce que quand on va se comparer à des données de répartition des différents traitements dans le monde, il faut qu'on sache ce que c'est que, par exemple en France, si l'hémodialyse représente la moitié des soins des patients arrivés
au stade terminal, ça ne veut pas dire que l'hémodialyse au centre. Ça veut dire la moitié, ils sont au centre, mais l'autre moitié sont soit à l'UDM, soit en autodialyse. Et la transplantation représente quand même 45%, et la dialyse péritonéale ne représente que 3,5% de tous les traitements de suppléance. Donc, moitié-moitié, dialyse, transplantation, hémodialyse, transplantation, mais dans l'hémodialyse, donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs centres d'hémodialyse. Alors, qu'en est-il au Maroc ? Au Maroc, donc, nous avons majoritairement, comme il a bien dit notre ami, majoritairement les patients sont en hémodialyse, peu en transplantation et peu en dialyse péritonéale. Alors, qu'en est-il? Je prends l'exemple du Hong Kong, qui est un pays quand même très riche, où la technique donc, la plus utilisée est la dialyse péritonéale, et l'hémodialyse et la transplantation ne se font que donc, dans une politique secondaire. Pourquoi? Tout d'abord, ils préconisent la dialyse péritonéale parce que c'est un pays qui est petit, et en plus qu'il est petit, le 1/5 du territoire qui est constructible à cause des montagnes. Et puis, ils ont adopté politique de PD First. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas où construire des centres d'hémodialyse et que l'ADP, donc sur le plan aussi bien social qu'économique, donc était gagnante. Alors, je prends l'autre exemple contraire. Le Mexique, où c'est un pays émergent. Nous remarquons que sur le plan patient, leur prise en charge, 50% pratiquement, ils ont une prise en charge, 50% ils sont pris par l'État, et ceux qui sont pris par l'État, je n'ai pas de pointeur, ceux qui sont pris par l'État, ils sont majoritairement pris en dialyse péritonéale, et vous devinez pourquoi, c'est un pays émergent, donc ils ont remarqué qu'avec la dialyse, ils ont démontré qu'avec la dialyse péritonéale, ça revenait beaucoup moins cher et qu'il y avait une insertion socio-professionnelle de ces patients. Alors aux États-Unis, moi, j'étais surprise par ces données du USRDS dernièrement, que c'était l'hémodialyse qui prédominait sur les différentes techniques de dialyse. Et je viens d'apprendre que les patients ne sont pas transplantés parce qu'ils n'avaient pas une prise en charge à vie de leur traitement anti-rush. Et donc, c'est l'hémodialyse donc, aux États-Unis qui prédomine. Alors, qu'en est-il au Maroc ? Et puis les données maghrébines à côté, j'ai pu emprunter cette slide de notre président de la SMN. Alors nous comptons donc une population à peu près identique que l'Algérie et nous dialysons à peu près la même chose, 30 000, sauf que chez nous beaucoup plus en HD, un peu plus de DP en Algérie. Par contre, la transplantation, on est de loin les moins transplanteurs et on va voir pourquoi. Alors, ceci est dû, d'une part, à la dialyse péritonéale et la transplantation, qui n'est pas, on n'informe pas sur ces deux techniques. Et puis, en plus, il n'y a pas de couverture médicale pour les patients Ramédis en ce qui concerne la transplantation et l'ADP. Alors, avant de voir avec quoi commencer, donc je vous ai montré le nombre de patients qui doivent être pris en suppléance, quels sont les moyens de suppléance. Maintenant, on va dire quels sont les critères de choix de ces différentes modalités. Alors, théoriquement, je peux m'arrêter là et dire avec quoi commencer. C'est le choix du patient et c'est l'indication médicale. Et je vais m'arrêter là et tout se passe comme tout le monde le sent. Mais notre ami, il a eu des difficultés à quand commencer d'abord. Avant de commencer, quand il faut commencer. Et c'était vraiment, comme vous avez dit, c'est un panel de critères qui ne sont pas réellement théoriques, des chiffres. Et c'est plutôt le centre du patient. C'est le symptôme du patient. On ne va pas dialyser en fonction des chiffres, mais on doit tenir compte d'un patient et ce qu'il va sentir. Le patient va venir parce qu'il est malade. Quand il se sent bien, il préfère voyager et pas être en dialyse. Alors, voilà les différents critères pour commencer, avec quoi commencer une suppléance. Tout d'abord, je vais commencer par le centre du patient qui, sans choix,
Et les recommandations de bonne pratique marocaine disent bien que l'initiation de la thérapie de suppléance doit être envisagée au stade 5 avec un MDRD, mais elle doit se faire en fonction des possibilités locales où il est le patient et le choix du patient. Donc il faut tenir du choix du patient. Et pour cela, donc, les possibilités locales, la transplantation, si on lui propose la transplantation, elle ne se fait pas partout au Maroc, que dans les centres universitaires, et l'ADP que dans certains centres, dans certains hôpitaux. Et en fin de compte, les possibilités du néphrologue et son expérience. Donc, il va lui proposer telle ou telle technique en fonction donc, de ce qu'il a entre les mains. Et c'est pour cela qu'il faut un choix du patient avec une indication médicale très importante. Et dans cela, il faut un consentement. Il faut qu'il y ait un consentement entre le patient et l'indication médicale. Tout à l'heure, vous avez montré, Moujoud, une étude qui était très importante et qui montrait qu'il y avait une discordance dans l'initiation du traitement entre le patient et le médecin. Et donc, le patient ne voulait pas commencer et le médecin ne savait pas quand commencer. Et c'est là où c'est la problématique. Alors, deuxième problématique, c'est la référence du patient au néphrologue. Pardon, j'ai l'habitude de travailler sur un ordinateur qui me projetait les diapos avant. Alors, référence au néphrologue, si on a des difficultés à initier, c'est parce que la référence, en généralement, au néphrologue, elle est tardive. Et quand la référence, elle est tardive, elle influence sur le choix de la modalité. Je ne peux pas me permettre dès le départ de dire ce patient, il va commencer par cette méthode ou cette méthode. S'il y a une référence tardive, c'est un choix donc, qui va être biaisé. Et une référence, selon cette étude, les patients référés au-delà de 1 an avant le début du traitement de suppléance, ils vont choisir la dialyse péritonéale. Et des patients référés tardivement, ils ont moins de chances de bénéficier d'une transplantation rénale, d'une greffe préemptive. Et le début non planifié vont être vers l'hémodialyse, avec un taux élevé d'utilisation des cathéters et des fréquences d'hospitalisation pour les abords vasculaires. Et par conséquent, une référence tardive, c'est un choix tardif et c'est une morbimortalité élevée. Alors, j'ai emprunté cette figure de nos amis militaires qui ont bien publié que la majorité des patients étaient référés tardivement et de plus en plus, dans plus de 60% des cas. Donc 60% des patients arrivent à un stade tardif. Donc s'ils arrivent à un stade tardif, autrement dit, c'est un stade où c'est urgent et il faut initier le traitement et ça va être que l'hémodialyse. Et la référence tardive, le taux de mortalité est de 50%. Et quand elle est à temps, cette mortalité va chuter à 20,5% parce qu'on a le temps de préparer notre malade et d'initier en fonction de son choix et de l'indication médicale. Deuxièmement, la référence au néphrologue va nous permettre d'éclaircir les choses aux patients et à nous-mêmes et donner le temps aux patients à réfléchir par ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Et c'est ça le centre du patient. C'est à travers l'éducation thérapeutique qu'on arrive à traiter le patient. À partir du stade 3, quand on a une référence précoce, les objectifs sont informer le patient sur sa maladie rénale et sa progression et informer sur les traitements de suppléance. Quand le malade arrive tardivement, il y a l'urgence et on le sauve. On ne lui parle pas de ce qui est technique de suppléance. Par contre, qu'il arrive précocement, on arrive d'abord à lui expliquer sa maladie. Et dans notre contexte, notamment au stade 3, on peut voire même faire de la prévention tertiaire et pouvoir ralentir ce traitement. Prendre des mesures de protection si jamais il choisit l'hémodialyse pour son abord vasculaire. Et lorsque le DFG est moins de 20, et pas de contre-indication définitive, l'inscrire peut-être sur une liste d'attente de transplantation pour une greffe préemptive. Et par conséquent, donc une référence selon l'HAS, une référence au néphrologue au mieux 1 an à 1 an et demi auparavant, un traitement de suppléance choisi va permettre donc aux patients et aux néphrologues de commencer et d'initier la suppléance dans un contexte confortable et non en urgence.
Alors, référence à temps, c'est une éducation thérapeutique, c'est un choix adapté pour le malade et pour son médecin traitant, néphrologue traitant, et par conséquent, on a une technique efficiente sans augmentation de la comorbidité. Alors, qu'en est-il de l'éducation thérapeutique dans notre centre? L'expérience nous a montré que quand le patient a une éducation thérapeutique sur sa maladie et sur les différents traitements de suppléance, 12% ils vont choisir l'hémodialyse, un tiers va choisir la dialyse péritonéale, un quart va choisir la transplantation et 31 pratiquement le un tiers, il va nous parler d'un deuxième temps de réflexion parce qu'ils hésitent malgré donc que leur traitement doit être initié. Ils sont soit surpris, soit ils sont pas convaincus d'être, d'autant plus s'ils n'ont pas de symptômes, ils ne sont pas convaincus de commencer leur traitement. Alors après la référence au néphrologue, avec quoi commencer? C'est d'abord en fonction de l'indication médicale. Et donc l'indication médicale, je ne vais pas parler de contre-indication de l'une ou de l'autre des différents traitements, mais je vais parler de limites, parce qu'il y a toujours une complémentarité entre ces différentes techniques. Et donc l'hémodialyse, les contre-indications majeures, je vais dire une maladie thrombophilique ou contre-indication à l'héparine. La dialyse péritonéale, une chirurgie abdominale lourde, obésité, pathologie pulmonaire évoluée. La transplantation, c'est les cancers évolutifs, l'espérance de vie moins de 2 ans, mais c'est surtout une pénurie de greffons qui donc empêche les limites de la transplantation. Alors, qu'en est-il de la disponibilité de techniques? Je vais commencer. Le patient va choisir. Il y a une indication médicale, mais est-ce qu'il y a les disponibilités de techniques? Donc là aussi, au Maroc, l'offre de soins, donc, couvre les 12 régions du Maroc en ce qui concerne l'hémodialyse, avec une inégalité dans certaines régions, puisqu'on voit que les centres sont donc condensés au niveau de l'axe Rabat-Marrakech. La dialyse péritonéale ne se fait que dans quelques centres au Maroc. Et puis la transplantation, c'est dans les hôpitaux universitaires, avec un nombre limité de donneurs en état de mort encéphalique et de vivants aussi. Et le choix optimal pour initier un traitement de suppléance reste la transplantation. C'est parce qu'elle améliore la survie du patient en matière de liberté, de voyage. Donc je réponds à mon ami. Et donc surtout diminuer la morbimortalité et les coûts des soins. Alors le vif du sujet, avec quoi commencer un traitement de suppléance? C'est très facile. Et c'est mathématique, si on veut dire. Donc, quand la référence elle est à temps, 1 an avant, le patient il va être éduqué et il va pouvoir choisir entre les 3 techniques qui sont complémentaires. Quand il y a une référence tardive, tout d'abord, il n'y a pas de greffe en urgence, hémodialyse en urgence avec un cathéter et l'éducation thérapeutique après pour que le patient s'insère dans l'une ou dans l'autre, mais avec une morbimortalité élevée. Un mot pour le traitement conservateur. Pour un confort physique et psychique, entre guillemets, plutôt des contraintes à la dialyse ou à la greffe. Pour une espérance de vie limitée ou à court terme, un cancer métastasé, une insuffisance cardiaque sévère dans notre contexte, ou un âge avancé avec refus du patient et de son entourage, le patient ne va pas être mis dans un traitement de suppléance, par choix ou bien dans notre contexte, par contrainte à la dialyse. Alors, le malade, le choix initial n'est pas toujours le choix optimal, surtout s'il est pris dans un contexte d'urgence. Pour le néphrologue, les 3 techniques sont complémentaires et non concurrentielles, et ces 3 techniques vont améliorer l'accès du patient pour améliorer la survie et la qualité du soin. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans notre contexte, quelle technique de suppléance proposez-vous pour un patient en IRCT? L'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou la transplantation rénale? L'hémodialyse? Les 3. Les 3 techniques vont être proposées aux malades. Et si on a à choisir,
Si on a à choisir? Alors, une étude qui a été faite en France, menée au sein de néphrologues, quelle serait la modalité d'épuration extra-rénale de votre choix en cas d'insuffisance rénale chronique terminale? Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Tous les néphrologues, ils ont répondu soit 50% hémodialyse et 50% dialyse péritonéale. Et quand on a fait donc la distinction entre les tranches d'âge des néphrologues, donc les néphrologues entre 20 et 44 ans, ils ont opté plus pour l'ADP, et ceux plus de 45 ans, ils ont opté pour l'hémodialyse. Ça, c'est en France. Et ça laisse donc réfléchir pour nos néphrologues au Maroc. Alors, nous avons mené une étude sur la plateforme Google au sein d'une population des étudiants en médecine à partir de la 5e année et des résidents, leur demandant quelle est la meilleure technique de suppléance rénale choisie par ces médecins. Donc, majoritairement, ils ont choisi l'hémodialyse. Et donc, à part égale, majoritairement, ils ont choisi la transplantation rénale et à part égale, ils ont choisi l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. Donc, je conclus par que la technique avec quoi on va commencer, et je ne vais pas parler sur le plan théorique, nous ne disposons pas de toutes les techniques, mais au Maroc, au moins, c'est l'hémodialyse qui prédomine et c'est pour des raisons donc de plusieurs facteurs, ce n'est pas pour une seule raison que le patient donc va choisir cette technique. Et je vous remercie.